Bonsoir à tous. Bonsoir, excusez-moi pour ce tout petit retard. Pour des impératifs familiaux. Donc on se retrouve ce soir pour parler de la Creuse. Incroyable. Donc dans ces sujets onanisme et découverte, deuxième édition, qui permettent de s'intéresser à d'autres sujets, à des choses peut-être un petit peu plus inattendues, en tout cas différentes, de l'aspect purement littéraire et historique, on va dire, qui sont les deux piliers principaux de la chaîne, mais on s'autorise quelques petites excursions ailleurs. Voilà. Donc on va essayer de présenter ce département assez méconnu. Dans son histoire, en tout cas très rapidement, on va brosser ça vraiment en quelques minutes. Et dans sa géographie humaine et sociale, peut-être un petit peu plus longuement. Alors ça n'a pas vocation comme vous le verrez, ça n'a pas vocation à l'exhaustivité, c'est une espèce de petit tour du propriétaire où on va voir un petit peu de tout et puis en même temps beaucoup de rien. J'ai pas spécialement de légitimité à le faire, mais bon, ça peut peut-être intéresser des gens, on ne sait jamais. Et puis voilà, c'est l'occasion de parler un peu de ce petit département dont on parle rarement, si ce n'est pour quelques particularités un petit peu locales, on va dire. Voilà, donc lançons-nous et commençons par l'histoire. Alors on va se pencher sur le peuplement durable, je vous épargne les silex disséminés et autres joyeusetés. On sait que dans le département de la Creuse, on a une population sédentaire importante au néolithique et à l'âge du bronze. On a une assez importante profusion de dolmens et autres mégalithes dans la zone qui sont toujours visibles. Alors simple, très souvent, très proche de ce qui se fait dans les départements voisins et assez difficile à dater précisément à cause de chambres funéraires qui sont souvent en très mauvais état et d'un sol dans le coin qui est assez acide. Au moment de la conquête romaine, alors attendez, il faut juste que je mette le diaporama au bon endroit. Donc au moment de la conquête romaine, le territoire est sous le contrôle des Lémovis, qui règnent sur un territoire, comme vous le voyez, correspondant peu ou prou au Limousin, bien sûr, auquel ils vont donner leur nom. Donc le Limousin, qui est une ancienne région administrative, aujourd'hui intégrée dans la Nouvelle-Aquitaine, donc qui correspondait à la Haute-Vienne, à gauche, à la Creuse à droite et à la Corrèze en bas. Donc la domination romaine ne change pas grand-chose pour la Creuse. On trouve des traces archéologiques importantes, on sait que les thermes qui sont à Évaux-les-Bains étaient déjà exploités. De même que la ville d'Ain, alors on ne voit pas très bien sur la carte, c'est ce qui est en haut en rouge à Citodunum. Cette ville était assez importante pour être citée sur la table de Pöttinger. La table de Pöttinger, c'est une copie du 13e, je crois, d'une carte romaine de ce qui était à l'époque le Cursus Publicus. Copie d'une carte romaine du 4e siècle, je crois. Et donc, sans aucun doute, Citodunum était une étape importante sur bien la Via Agrippa, c'est-à-dire le réseau des voies romaines en Gaule. La toponymie locale garde aussi les traces des villae qui exploitaient les campagnes, au travers des nombreux villages en ac, ce suffixe gallo-romain de la propriété en Occitanie. Il est ensuite difficile au Moyen-Âge de séparer la Creuse du Limousin dans son entièreté. Faire de l'histoire départementale au Moyen-Âge, c'est assez difficile, ça n'a pas trop de sens. Et cette simplification qu'on est obligé de faire nous donne un département de la Creuse qui correspond au comté de la Marche. Correspondance qui n'est pas exacte, bien entendu, mais intégration à l'intérieur, j'entends. Le comté de la Marche étant lui extrait au 10e du Limousin, notamment pour mieux lutter contre les infiltrations normandes à l'époque. Donc l'histoire est assez confuse, puisque la Marche, toute son histoire, c'est avant tout un territoire tampon et que le titre de comte de la Marche est très souvent une extension d'autres possessions, mais à la limite, peu importe. Peu importe, puisque l'image suivante, en 1790, la Creuse fait partie des 83 départements créés par l'Assemblée nationale. Le territoire, donc, tel qu'il est retenu, correspond peu ou prou à l'ancienne Haute Marche, tire son nom, la Creuse,
du principal cours d'eau du département et compte environ 240 000 habitants. C'est un département moyennement peuplé, voire même, j'allais dire moyennement, plutôt peu peuplé, mais la répartition, à cette époque-là, était bien entendu différente. On y reviendra. En tout cas, ça n'est pas un département réellement sous-peuplé. Au XIXe siècle, basculons, le phénomène le plus massif, ce sont les maçons de la Creuse, que l'on retrouve un petit peu partout, notamment fatalement dans le Paris haussmannien. Ceci étant, je dis ça, mais ce phénomène des maçons de la Creuse, c'est un phénomène qui est encore plus ancien, encore plus profond, qui prend simplement d'un air d'exode saisonnier puis définitif avec les grands travaux du 19e, mais par exemple, vous avez un homme comme Michel Villédot, en plein 17e, qui était maître général des bâtiments du roi sous Louis XIV, alors qu'il est né en pleine Creuse en 1598, au mieux dans une famille bourgeoise. Voilà. Hop, les maçons de la Creuse. Cette émigration, donc bien entendu de travail et saisonnière, elle finit par devenir définitive pour de multiples raisons, et le département va perdre plus de la moitié de sa population entre 1850 et 1950, passant de 287 000 habitants en 1851, ce qui sera son pic, à 172 000 en 1950. Donc c'est plus de la moitié. À noter aussi, fatalement, qu'une natalité importante à l'époque maintenait quand même la démographie et que la chute, en fait on y reviendra sur la démographie, elle est surtout notable après chacune des guerres mondiales et notamment bien entendu la première. Au-delà de ça, rien de spécialement remarquable au 19e dans un département qui ne fait politiquement aucune vague, votant la plupart du temps pour les majorités modérées. À noter aussi, en plein 19e, en tout cas à la fin du 19e, que Bourganeuf, en Creuse, fut la troisième ville, ou la deuxième ou la troisième, je crois que c'est la troisième ville en France à recevoir l'électricité, en 1886. C'est un motif de fierté locale, du coup on en a fait un musée, et que Monet viendra réaliser plus d'une vingtaine de toiles dans la vallée de Crozant, on y reviendra là aussi. Le XXe siècle est bien entendu marqué, c'est fatal, sur le territoire métropolitain, il est marqué par les deux guerres mondiales, par la célèbre révolte des soldats russes du camp de la Courtine, camp militaire qui se situe en Creuse, mutinerie de soldats qui sera réprimée par l'artillerie française et par des troupes russes loyalistes, qui fera, les chiffres disent entre une dizaine et une centaine de morts sans certitude réelle sur le nombre officiel. La Seconde Guerre, elle est plutôt, marquée par l'activité du maquis du Limousin, et le département n'est pas épargné par les massacres, comme à Combeauvert, où vous aurez 33 maquisards qui seront exécutés par la division d'Asreich, je crois. Il y aurait, en tout cas, on le fera pas, en tout cas pas de façon exhaustive, mais il y aurait beaucoup à dire depuis les années 60. On a, par exemple, ce qu'on appelle les enfants de la Creuse, transfert de près de 2000 enfants de la Réunion vers des départements ruraux, dont la Creuse, sous l'égide de Michel Debré, qui était député de la Réunion à l'époque, afin notamment de soulager la démographie réunionnaise, dont on craignait que par son expansion elle soit un terreau fertile à la contestation, et qui seront souvent accueillis dans des conditions excessivement discutables en métropole. Le département, depuis ces années, même s'il reste profondément marqué par la ruralité, démographie oblige, a connu de réels changements depuis un demi-siècle, se transformant dans ses habitudes, dans son paysage un petit peu, dans ses infrastructures, mais aussi dans sa population, à la fois toujours plus vieillissante et toujours plus bigarrée, à l'image de la France, sans doute, mais dans un monde beaucoup plus restreint, voilà. Et voilà pour l'histoire brossée à grands traits. Le but n'est pas de dresser une histoire trop détaillée, ça nous ferait rentrer dans des considérations sans doute inutiles, si c'est pour dire que Guéret a été fondée au 7e, qu'elle a été ravagée par les Vikings, qu'il y avait un monastère ou que sais-je. C'est pas forcément une perte de temps, mais ça n'est pas le but. On est sur un état des lieux. Et pour être tout à fait honnête, j'avais laissé à la base de ma rédaction cette partie pour la fin, pour voir si je manquais un petit peu de contenu sur le reste, pour pouvoir développer l'historique si besoin, mais en fait c'était déjà assez long sur le reste, du coup il fallait être assez concis pour pas livrer une capsule qui soit
comment dirais-je, trop distendu. Autour d'1 heure 15, c'est suffisant, je pense, pour parler d'un tel département. Sinon, après, l'inflation n'est pas forcément la plus adéquate pour que les gens retiennent quelque chose. Donc passons à la géographie. La géographie naturelle, deux choses, et la géographie du territoire un petit peu plus administrative. D'abord, situons ce département presque central. Vous avez autour de la Creuse la Corrèze au sud, la Haute-Vienne à l'ouest, donc qui formait l'ancien Limousin. À l'est, vous trouvez donc en haut l'Allier et le Puy-de-Dôme en dessous, et au nord, vous trouvez l'Indre, donc Châteauroux. Et vous avez même, j'avais jamais tellement fait attention, je le vois même là en regardant la carte, je pense que vous avez un petit bout de ce qui doit être le Cher, donc Bourges, le 18, qui doit toucher le nord de la Creuse par ce petit corridor que l'on voit. Vous êtes au bout nord-ouest du Massif central, au point culminant, vous montez à 936 mètres. Et c'est un département qui est légèrement vallonné, avec au sud ce qu'on appelle le plateau de Mille-Vaches. D'un point de vue hydrographique, le département est largement arrosé par de nombreux cours d'eau. Vous y trouvez aussi le lac de Vassivière, qui est un grand lac artificiel de 10 km², créé au tout début des années 50 après la mise en place du barrage de Vassivière, qui est à la frontière avec la Haute-Vienne. Barrage qui a recouvert un certain nombre de petits villages aujourd'hui fatalement abandonnés, et qui est une importante zone naturelle et un lieu de promenade assez prisé dans notre département. Tiens, j'ai mis la vue de Guéret, ce qui fait une transition involontaire avec l'aspect hydrographique, puisque vous avez sous les yeux le plan d'eau de Courtille à Guéret. Les forêts représentent une importante partie du département, près de 600 000 hectares. C'est une forêt nouvelle, qui était 3 fois moindre en surface fin 19e, et qui se développe fatalement au fil de l'abandon du territoire et de la baisse démographique, et qui est aussi par ailleurs un important enjeu économique. On a eu de gros débats récents dans le département sur l'implantation notamment d'une entreprise qui visait à la découpe, faire des granulés pour les poêles, et ça fait pas mal de temps que l'actualité locale est assez phagocytée par les forêts creusoises et les coupes rases notamment. Alors, il n'y a aucune grande particularité d'un point de vue du climat, si ce n'est un ensoleillement très légèrement supérieur à la moyenne nationale, mais dont vous ne vous rendez pas tellement compte, parce que le climat général est assez pluvieux et reste frais. J'ai vu que Skiros avait posté une carte de la pluviométrie nationale il y a quelques jours, et je confirme qu'il pleut énormément dans cette partie de la France. Pour ce qui est un petit peu d'un point de vue plus administratif, du point de vue des collectivités, la Creuse est organisée autour de 3 pôles principaux. Vous avez Guéret qui occupe une position, on va dire, centrale, légèrement excentrée au nord-ouest, comme vous le voyez. La Souterraine qui est franchement au nord-ouest, et Aubusson dans le sud, qui est, elle, légèrement excentrée à l'est. En dehors de ces 3 pôles principaux, le reste du territoire est organisé autour de communes plus petites qui maillent un petit peu le département. En fait, vous avez assez peu, mis à part peut-être sur le plateau, de zones vraiment isolées, à l'échelle de la Creuse, bien entendu. Administrativement, le département est divisé en un axe est-ouest entre la préfecture, qui est Guéret, et la sous-préfecture Aubusson, qui doit être, à peu de choses près, la plus petite sous-préfecture de France. On y a 9 EPCI, donc la tranche entre, la tranche entre les communes et le département. J'en ai déjà parlé dans les finances des collectivités locales. 8 communautés de communes et une communauté d'agglomération autour de Guéret. En fait, comme dit auparavant, vous n'avez pas vraiment de vraies zones vides, et les 9 EPCI représentent un peu les 9 pôles d'attraction des différentes collectivités, même si, encore une fois, la notion de vide est relative pour quelqu'un qui vit dans un département urbain, on va y venir. Et enfin, le département compte 255 communes. Ce n'est pas gigantesque considérant la moyenne nationale. Contre, rapporté au nombre d'habitants du département, cela correspond aux caractéristiques d'un département évidemment rural. Voilà, question de mathématiques, quand vous prenez
la population totale du département et que vous la divisez par le nombre de communes plus ou moins importantes. Venons-en à la démographie, c'est là où commence un peu la partie rigolade pour les plus moqueurs d'entre vous. Donc bien entendu, vous n'êtes pas le deuxième département le moins peuplé de France pour rien. Ceci étant dit, comme j'ai dit, ce n'a pas toujours été le cas. Je ne me suis pas amusé à faire tous les comparatifs, mais ce qui est certain, c'est que jusqu'à la moitié du 19e, la Creuse est un département peu peuplé, mais dans la moyenne des départements ruraux. Il y a au maximum, comme je l'avais dit, 287 000 habitants en 1851. J'ai pris d'abord 3 départements au hasard, pas très urbains, pour comparer un petit peu à différents endroits, pour me faire un petit peu une idée, puisque j'avoue que je manquais de connaissances sur toute la démographie des départements français aux différentes époques. Et vous avez par exemple l'Ain en 1851, donc par rapport aux 287 000 habitants de la Creuse, l'Ain compte 372 000 habitants, le Cher compte 306 000 habitants, et l'Aube, donc 3, compte 265 000 habitants à la même époque. Et donc après, une fois après avoir regardé ça, j'ai été un petit peu plus loin, je suis allé chercher sur le site de l'INSEE qui dispose de pas mal d'éléments, parce que bon, onanisme et découverte veut dire première approche et pas de l'érudition, mais un petit peu de travail quand même pour fournir des données. En 1800, par rapport à la Creuse, on a 12 départements moins peuplés, et toujours pareil en 1840. L'accroissement naturel, pour vous donner une idée du département, c'est 58 000 habitants entre 1800 et 1840, donc c'est quand même assez important. Et en fait, arrivé là, en 1851, on a un petit département, qui est en gros dans les 15 les moins peuplés, mais qui est très loin de ce qui est aujourd'hui la démographie de la Creuse. En fait, ce qui est le plus intéressant, c'est de déterminer, on va dire, les causes profondes de cet effondrement. On pourrait pointer l'histoire. Il est évident que l'exode rural affecte la Creuse de façon, somme toute, limitée en démographie brute, j'entends. Parce que si on prend la natalité, il a dû quand même être important. Mais si vous voulez, le département passe de 287 000 habitants en 1851 à 266 000 en 1911. C'est donc un recul modéré, mais à une époque où la plupart des départements connaissent, eux, une augmentation, parce que ce premier exode qui touche beaucoup de départements ruraux, il est contrebalancé notamment par la natalité et par la survie infantile qui était en progression. Donc la Creuse est un des rares départements, même si elle ne perd pas énormément de population, de l'ordre de 10%, à en perdre. Pour autant, il y a deux phases différentes, c'est-à-dire que de 1851 à 1870, en gros, le taux de croissance de la population est supérieur au taux national, et c'est dans la deuxième partie qu'elle perd beaucoup de population, et ensuite ça se poursuit. En fait, c'est la Première Guerre mondiale qui est c'est une vraie claque, puisque en 10 ans, donc de 1911 à 1921, donc pré-Première Guerre mondiale et post-Première Guerre mondiale, on passe de 266 000 à 228 000 habitants. On perd 2 fois plus d'habitants en 10 ans que dans le demi-siècle précédent. Ça s'explique assez bien dans un département fortement rural et agricole où perdre un homme, surtout dans la force de l'âge, c'est perdre un exploitant, c'est perdre une famille, ou en tout cas la possibilité d'en créer une. Et c'est dramatique pour un département rural, et ça ne touche pas que le mort lui-même. Ça touche tout un ensemble de choses par contingence. L'érosion ne sera pas la même après la Seconde Guerre mondiale, mais le mal était déjà fait, et le département, finalement, est un des seuls à perdre des habitants à un tel niveau. Depuis, on va dire, la Seconde Guerre mondiale, eh bien, la Creuse subit le sort de tous les départements ruraux, vieillissement de la population, accroissement naturel très négatif, pour passer de 190 000 habitants en 1945 à moins de 115 000 aujourd'hui. Voilà, 115 000, c'est le second département le moins peuplé de la métropole. Vous avez ensuite la Lozère, qui est le département le moins peuplé, qui doit compter, je crois, un peu moins de 80 000 habitants. C'est un phénomène commun, simplement, la Creuse partait de plus bas. À titre personnel, je pense surtout que, de par sa position, et de par son absence de développement pour une raison ou une autre d'un tissu urbain important ou suffisant, à l'inverse des départements limitrophes,
Elle a subi un coup entre 1820 et 1900 dont elle n'a pas pu se relever, qui ne se marque pas forcément à cette époque-là de façon démographique. Il faudra attendre le siècle suivant parce que, bien finalement, ce coup porté, il est plus matériel qu'humain. Elle a été hors du monde urbain, hors de la circulation, hors des échanges, et elle a subi une baisse de population plus importante que d'autres départements, on va dire, similaires. Chaque département a des raisons différentes d'expliquer l'évolution de sa démographie. Hein. La Lozère, par exemple, n'a pas subi la même évolution parce que, tout simplement, elle n'a jamais été peuplée. Et si elle était à l'écart, elle était sans doute trop éloignée des grands centres urbains attractifs pour faire, on va dire, appel d'air sortant. Alors qu'en Creuse, vous êtes entre Limoges et Clermont qui vont drainer une importante immigration intérieure, ou en tout cas émigration, vu du point de vue de la Creuse. Généralement, on invoque aussi à l'appui de cette baisse les grandes transformations urbaines en France à partir de la moitié du 19e, dans lesquelles les Creusois, hein, les bien connus maçons de la Creuse dont j'ai déjà parlé, vont jouer un important rôle. Ce serait donc, si on prend tout ça, la conjonction d'une déconnexion de l'urbanisme, un certain isolement, une désertion commencée plutôt par l'export d'ouvriers spécialisés, et ensuite seulement le traditionnel exode rural qui jouerait avec ses centres d'attraction assez proches. Ayant commencé plus tôt, l'exode a empêché la Creuse d'atteindre un pic qui lui aurait permis, on va dire, d'avoir une transition peut-être un petit peu plus douce. Alors j'ai pas forcément beaucoup plus étudié la question, c'est en large partie mon interprétation des éléments à ma disposition, mais je trouve que c'est un sujet intéressant et que si l'on cherchait, on retrouverait sans doute des tendances, un bloc de 5 ou 6 raisons principales, disons, et chaque département rural aurait une raison ou plusieurs différentes d'avoir connu telle ou telle évolution démographique, que ce soit son tissu économique, sa population et ses spécificités, par exemple, c'est bête à dire, mais l'existence ou non d'une langue régionale, par exemple, qui peut être un frein à l'exode, hein. Vous partez moins si vous ne parlez pas la langue qui sera parlée dans le reste du pays. Les moyens de transport aussi, la topographie, l'existence ou non d'une ville assez importante pour absorber la ruralité, le rapport aux deux conflits mondiaux, enfin voilà, vous avez tout ce bloc de raisons dans lequel chaque département aura tendance à sélectionner, ou en tout cas à se voir attribuer 2, 3, 4 raisons parmi celles-ci pour expliquer l'évolution de sa population. En tout cas, aujourd'hui, on se retrouve avec un département qui a pris une grande tarte, hein, et qui en prend une de plus chaque année. Il y avait un petit peu plus de 115 000 habitants au dernier recensement de l'INSEE, il y en a sans doute encore moins maintenant. Et certes, la plupart des départements les moins peuplés connaissent une évolution similaire, mais la Creuse est possiblement l'évolution à la baisse la plus prononcée, j'en suis quasi sûr. Il me semble que j'avais vérifié pour tous les départements, mais en gros, elle a perdu 60% de sa population depuis 1851. Alors, valeur brute, hein, en rapport de population d'une année à une autre. Le Cantal, c'est 43%, l'Ariège, 42%, la Meuse, 45%. Aucun département ne s'est autant dépeuplé. Alors, conséquence, comme vous le voyez là, eh bien, la pyramide des âges, c'est celle du Japon sous acide. En gros, le département de la Creuse perd à peu près 1000 habitants par an. Donc voilà, aimez la Creuse, hein, puisque dans 100 ans, à ce rythme-là, il n'y en aura plus. C'est simple, dans le département, vous avez un quart de moins de 30 ans et 40% de plus de 60 ans. Vous avez un taux de mortalité qui est absolument aberrant, puisque vous avez 15% de la population qui a plus de 75 ans. Et donc en gros, dans le département, chaque année, ce sera pas, c'est un chiffre d'une précision extrême, mais vous avez à peu près 2000 morts pour 700 naissances à l'année. On a eu, et ça je l'avais vu passer il y a quelques temps, le plaisir d'avoir un article du Monde pour nous dire que la Creuse était le département le plus âgé de France. Et effectivement, ça se voit. Donc que faire pour atténuer la perte ? Il n'y a pas grand chose à faire, hein. Vous ramenez des gens. Le problème, c'est que pour ramener des gens de l'intérieur, entre guillemets, ou des natifs, pour ça, il faut du boulot. On y reviendra. Donc maintenant, on a un petit peu des gens d'un autre intérieur, un intérieur plutôt extérieur, ou l'intérieur de Kaboul peut-être, qui viennent. Donc, je ne vais pas entrer dans une bataille de chiffres ou d'idéologie, mais il est évident que Guéret pourrait en surprendre certains au niveau de sa population.
Ceci étant, cette transformation ne provoque pour le moment que des problèmes résiduels, pour plusieurs raisons. C'est un nombre important mais qui reste restreint, ce qui permet encore un minimum de mixité. Vous avez l'existence d'une vraie pauvreté locale, on va dire, en Creuse, qui relativise un petit peu les situations, qui relativise aussi ce sentiment d'exclusion, puisque le Creusois, qu'il soit de souche ou non, est par définition un exclu. Ça, c'est dans la politique métropolitaine, il ne compte pas. Vous avez l'atmosphère qui est assez apaisée d'un département quand même tranquille. Voilà, mais même si ce sont des problèmes résiduels, c'était des problèmes qui n'existaient pas il y a quelques années. Donc ça bouleverse un petit peu les mentalités. Ça se traduit politiquement, je vais y revenir. Et voilà. Et à noter aussi, vous avez traditionnellement une importante population de gens de la communauté du voyage en Creuse, plus importante qu'ailleurs. Et puis vous avez aussi, bien entendu, beaucoup d'Anglais et d'Hollandais, c'est ceux qui généralement qui sont trop pauvres pour pouvoir s'installer en Dordogne, qui n'ont pas les moyens de s'y acheter une résidence secondaire. Généralement, ces gens-là finissent en Creuse où effectivement, on verra l'immobilier est moins cher. Voilà pour la démographie. Passons maintenant aux villes. On entre ici sans doute dans l'aspect, ou en tout cas un des aspects les plus pittoresques du département, et qui explique à mon avis, comme je l'ai dit, bien que je puisse me tromper bien sûr, une partie de son déclassement. De toute la métropole, aucun département n'a un tissu urbain si pauvre, même la Lozère. Et que l'on soit clair, quand je parle de tissu urbain, il faut revoir vos définitions et les étendre. À l'échelle de la Creuse, il y a moins de 10 villes, alors nous on va considérer ça comme des villes, mais il y a moins de 10 villes qui comptent plus de 1500 habitants. Voilà, il faut abandonner la façon de penser habituelle de l'urbain quand vous venez en Creuse. Les 3 aires principales dont j'ai parlé plus tôt, donc Guéret, La Souterraine et Aubusson, ce sont respectivement des villes de 14 000, 5 000 et 3 500 habitants. L'évolution démographique, en plus de ça, y est modeste. Guéret a chopé des habitants après la Seconde Guerre mondiale. Pour vous donner une idée, en 1850, Guéret comptait 5 000 habitants. Donc on est très loin de la ville Champignon, ça a simplement triplé à une échelle en plus restreinte, alors que c'est la préfecture. Ça a triplé en 150 ans, ça n'est pas beaucoup. La Souterraine a assez peu évolué, finalement la seule, on va dire, qui a vu une évolution importante à la baisse, c'est Aubusson, qui était la ville principale de Creuse au milieu du 19e, et dont la population a diminué de moitié depuis les années 70. Je vous ai mis une petite vue d'Aubusson, qui est un bourg tout à fait pimpant. Alors s'il faut revoir vos conceptions ou vos a priori quant à ce qu'est une ville et sa taille, il ne faut pas non plus s'imaginer les bourgs creusois comme des mouroirs, parce que qui dit démographie réduite, dit organisation adaptée. Comme vous n'avez qu'une grosse quinzaine de bourgs qui dépassent les 1000 habitants, la plupart jouissent d'une certaine importance territoriale, et ils sont assez vivants. Vous y trouvez des commerces et autres infrastructures qui seraient souvent hors de proportion dans d'autres départements, tout simplement parce que ces bourgs vont drainer quelques milliers d'habitants supplémentaires des villages qui sont moins densément peuplés. En fait, il vaut sans aucun doute mieux vivre dans un bled de 1000 personnes en termes de services ici que dans beaucoup d'autres départements, même plus urbains. Par contre, ça veut dire, et on en a parlé il y a quelques temps, d'où l'intérêt de ma vidéo précédente, j'essaye d'installer quelques fils rouges quand je peux, mais ce qui veut dire des bleds qui sont sous perfusion de l'État, et qui seraient sans doute dans l'incapacité d'assumer par eux-mêmes leurs projets vu la déconnexion des moyens et des besoins, on va dire, de la ruralité en Creuse. Mais ces bourgs sont assez disséminés pour que finalement, assez peu du territoire soit vraiment isolé. Il y a quand même des parties isolées, vous avez des bleds où il n'y a rien, qui n'ont pas un radis, et qui là pour le coup sont ce que la France périphérique produit sans doute de plus oublié. En fait, la population, très largement, elle se concentre dans le quart nord-ouest et le long de la route nationale 145, qui est un petit peu la grosse route du département entre Limoges et Montluçon. Donc ce tissu urbain
très particulier à créer une économie un petit peu différente, comme vous pouvez vous en douter. Je me permets ma petite pause désaltérante habituelle. Donc, l'économie. Alors, le premier secteur économique par établissement, c'est le commerce, bien entendu. Puis l'administration publique, l'agriculture, la construction et enfin l'industrie. Par poste salarié, alors vous avez ici la préfecture de Guéret. Par poste salarié, c'est l'administration qui représente 40% des actifs. Pour faire simple, bien vous enlevez les fonctionnaires du département, il n'y a plus rien. C'est quasiment du social à ce niveau. Et c'est vrai que c'est un rôle très souvent oublié de la répartition administrative. Une fois dit ça, eh bien chaque secteur présente des particularités. On pourrait s'attendre à un département excessivement agricole, ça n'est pas tout à fait le cas. Si elle représente 14% des établissements, l'agriculture c'est environ 3% des salariés avec une activité très tournée vers l'élevage bovin, qui représente 80% des exploitations. Bien sûr, il faut ajouter à ces salariés les 10% d'agriculteurs qui sont exploitants. Donc vous avez à peu près 13% de paysannerie dans le département. On compte, ceci étant, 4 fois plus d'exploitations agricoles que la moyenne nationale, environ 35 pour 1000 habitants, ce qui s'explique assez bien. Il n'y a pas spécialement de spécificité dans le public. Vous y trouvez les administrations classiques, administration d'État, administration de santé, administration territoriale, forcément en nombre, on va dire, plus important en proportion que dans d'autres départements, parce que bien, vous y avez les mêmes administrations, les écoles ont des professeurs, les mairies des agents, les commissariats ont des policiers, mais avec un rapport à la population totale qui n'est pas le même. D'expérience, il n'y a pas de rapport mathématique entre les deux, c'est-à-dire qu'il faudra toujours un nombre minimal, même si il y a 10 fois moins de boulot, parce qu'il y a toujours des choses qui doivent être obligatoirement faites. Vous ne mettez pas 4 policiers dans toute la Creuse parce que, comparativement, ça ferait le même nombre par habitant que dans le 77. Ça n'a pas de sens. D'expérience aussi, pour ceux qui ont carrière dans le public, hein, si vous voulez être moins emmerdé tout en ayant peut-être plus de responsabilités, vous pouvez choisir un département rural. Ça n'est pas forcément bon pour la carrière, si la carrière est votre passion, chacun son truc, mais parfois vous avez cette impression un petit peu plus d'exister et de pas simplement être au bureau B72, voilà. Même si vous restez un pion, vous êtes toujours un pion. Alors l'industrie en Creuse, c'est surtout la sylviculture. Vous y avez assez peu de grosses boîtes, mais il y en a quand même quelques-unes. Picotti, par exemple, qui fait de la distribution de combustible, Avia en fait partie, j'imagine que vous connaissez, c'est une boîte creusoise, hein, une boîte qui parle pour le coup en milliards et pas en millions. Et sinon vous avez quelques autres boîtes, bon, c'est des petites boîtes, mais à l'échelle creusoise ça représente beaucoup. Vous avez Dilisco qui emploie 150 personnes, qui fait de la distribution de livres. Vous avez Dagar qui fait de l'isolation, qui emploie plusieurs centaines de personnes aussi. C'est des boîtes qui doivent faire 100 millions de chiffres d'affaires, mais ça représente des chiffres assez importants à l'échelle de la Creuse. Et il y a finalement pas mal de boîtes en Creuse. Hein. C'est, encore une fois, le commerce et l'industrie, c'est 40% des actifs. Pas des actifs qui restent, parce que bon, les retraités, vu la pyramide des âges, c'est 40% aussi des habitants du département. Il y a quelques spécificités aussi. Il y a des thermes. Il y a un casino à Évaux-les-Bains, comme toutes les villes thermales. Les deux attirant un petit peu de monde. Fut un temps aussi où l'on avait des mines. On fait partie de ces coins de France avec une vraie histoire minière. Malheureusement, les tentatives de réouverture récentes se sont heurtées, disons, à l'opposition de certains éléments du territoire qui ne voient pas d'un très bon œil la réouverture des mines. Enfin, voilà, quand on parle économie, il faut aussi parler de là où ça va moins bien, le chômage et la pauvreté endémique, notamment. Parce que vous entrez dans le département le plus pauvre de France, accompagné de son cortège de malandrins à face de lépreux, de goitreuses aux yeux jaunes et au nez rouge, voilà, de tout un ensemble de couleurs, d'aspects, d'odeurs, voilà, les matrones à la dent rare et aux bourrelets multiples, vous avez tout un ensemble de phénomènes de foire. En fait, bon, au niveau du chômage, le département se maintient assez bien.
du fait de n'avoir quasiment personne dedans, vous avez soit en fait finalement des gens qui bossent, soit des clodos absolus. Le taux de chômage du département est autour de 7%, il est à peu près dans la moyenne nationale, en tout cas en 2024. En fait, il y a 1001 moyens de classer les départements. Selon l'INSEE, si vous combinez revenu médian et taux de pauvreté, personne n'est en dessous à part la Seine-Saint-Denis. Et si vous classez en revenu net moyen par ménage, notamment en combinant le montant des déclarations d'impôts par les foyers fiscaux, personne ne fait pire que la Creuse. Le taux de pauvreté, il est ici de 19,4% contre 14,2% en France. Ça génère pas forcément de problématiques, ça ne génère pas tellement un surplus de délinquance, puisque, pour être très clair et très honnête, ça a ce goût et cet aspect de misère blanche giscardienne, hein. C'est vraiment la vie est un long fleuve tranquille, vous avez des groseilles un peu partout. On va noter peut-être une petite tendance aux violences intrafamiliales en Creuse, un petit peu supérieure à la moyenne nationale. Mais bon, il faut bien aussi qu'il y ait des défauts à être pauvre. Alors, est-ce qu'il y a des secteurs en développement dans l'économie creusoise ? Je vous dirais bien les barbiers pour hommes et les tacos, puisqu'on a eu le premier il y a pas longtemps. Ce serait dommage de ne pas honorer notre gastronomie, mais ça, j'ai envie de vous dire, c'est partout en France. J'en verrai deux, des aspects. Je vous ai mis le lac de Bassivière en image. Je pense que le tourisme se tasse un petit peu, il y a du potentiel, vous avez des accès routiers et ferroviaires, vous avez des sites qui sont assez intéressants, on va y venir. Vous avez un petit patrimoine historique et surtout du tourisme axé sur le côté préservé de la Creuse. Et là-dessus, il y a des choses qui sont vraies. On n'a pas le même ciel que les autres en Creuse. C'est réputé pour les gens qui veulent l'observer. Moi, je vous avoue que j'ai vécu dans pas mal d'endroits en France. J'ai rarement vu un ciel pareil, j'ai rarement vu des couchers et levées de soleil aussi impressionnants. Et on a donc, ça ramène pas mal d'étrangers aussi, hein, le tourisme. Mais je dirais qu'il faut faire un double rapport. C'est un secteur qui se développe, mais alors jusqu'où et en fonction de quoi ? Parce qu'à un moment, il faut être honnête, si tu n'aimes pas la nature, ça n'a absolument aucun sens de venir en Creuse faire du tourisme. C'est pas pour le patrimoine que tu vas venir. Et le deuxième secteur, c'est effectivement la prospection minière. On a eu, comme j'ai dit, de grosses mines de charbon jusqu'au début des années 60. Pour vous donner une idée, on va dire, de la diminution, vous avez, c'est ce que vous avez là en image, hein, le village de la Vavée-les-Mines. Il comptait 3500 habitants en 1880, c'était donc une ville importante en Creuse, juste pour ça. Il reste aujourd'hui 600 habitants. Donc vous voyez à peu près la diminution qu'entraîne la disparition des mines. On a eu de la mine d'or aussi. Alors aujourd'hui, ça fait plus de 10 ans qu'on parle d'ouvrir à nouveau les mines, de prospecter les terres rares, le lithium, mais bon, rien ne se fait parce qu'on a, on va dire, une minorité agissante. À bon ou mauvais droit, je ne sais pas, qui s'y oppose. En fait, au moindre projet en Creuse économique, vous avez des gens qui se mobilisent contre, ce qui, même sans faire de politique, est un petit peu rigolo parce que, et même sans jugement, même si moi je sais ce que je pense, mais même si on se place d'un point de vue extérieur et qu'on voit ça de façon réaliste, c'est rigolo parce que c'est toujours pour protéger l'état naturel des choses, ça relève du plus profond conservatisme creusois, alors que ce sont des gens par ailleurs qui sont très progressistes et que la transformation de la Creuse dans sa démographie dérange absolument pas, en tout cas beaucoup moins que dans son environnement naturel. C'est toujours assez rigolo d'observer ça. Ceci étant dit, ça veut pas dire que j'ai envie qu'on ouvre des technomines de 15 km² et qu'on me fasse bouffer du radon. Je me contente moi d'observer. Voilà pour l'aspect économique. Bien, pour faire venir des gens, il faut aussi du patrimoine. Alors, parlons un petit peu du patrimoine et de la culture en Creuse. Alors là encore, j'ai pas vocation à faire un tour exhaustif. Alors je vais présenter quelques trucs du patrimoine matériel et ensuite on va aborder quelques éléments un petit peu plus immatériels, un petit peu plus culturels. Je vais pas reparler des termes ou des lacs. Donc commençons par la pièce principale, la tapisserie d'Aubusson. Alors la tapisserie, c'est bien entendu ringard pour tout le monde, sauf quand elle fait du Miyazaki ou du Seigneur des Anneaux, comme vous pouvez le voir à l'image. La tapisserie d'Aubusson, c'est un des rares trucs internationalement réputés de la Creuse, peu importe d'ailleurs ses origines un petit peu obscures, il est
avéré que la tapisserie commence sans aucun doute au tout début du XVIe, et que la ville devient rapidement la capitale mondiale de la tapisserie. Vous la trouvez encore aujourd'hui, vraiment dans tout un ensemble d'endroits prestigieux, ici et ailleurs. Très souvent, elle exporte, la tapisserie d'Aubusson et le musée d'Aubusson exportent ses pièces dans un certain nombre de grands musées dans le monde. Récemment, vous avez eu, je crois qu'ils en ont envoyé quelques-unes au Japon, de Miyazaki. Alors peut-être qu'un jour on en reparlera de la tapisserie d'Aubusson, mais en tout cas aujourd'hui elle existe toujours, vous avez toujours des gens dont c'est le métier. Vous avez la Cité internationale de la tapisserie d'Aubusson, qui présente de jolies pièces, qui est complètement surdimensionnée dans une ville comme Aubusson aujourd'hui, vous avez 3500 habitants. C'est très sympathique à visiter. Pour vous donner une idée, alors elle avait été fermée, elle a rouvert depuis, mais elle avait été fermée pour travaux en août de l'année dernière. Et elle avait accueilli à ce stade, donc en 8 mois, de janvier 2024 à août 2024, elle avait accueilli 50 000 visiteurs. Voilà, ce qui est un record. Avant, on était autour de 40 000 par an. On doit être aujourd'hui plutôt sur des bases de 50 à 60 000 visiteurs par an, ce qui est assez énorme. Le deuxième grand pôle patrimonial, c'est la vallée des Peintres autour de Crozant, donc entre la Creuse et la Cédelle. Le lieu est assez connu depuis le 19e, c'est assez joli, pour être honnête. Ça va commencer à inspirer au milieu du 19e quand les peintres, techniquement, vont être capables de commencer le travail en extérieur. Surtout connu pour avoir servi d'inspiration aux impressionnistes, et notamment Claude Monet, ce qui donnera l'appellation qui est non officielle, mais d'école de Crozant. C'est un lieu qui va perdre son attrait au début du 20e, mais qui attire toujours autant nos amis barbouilleurs de toile. Bien, alors qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors comme partout en France, j'ai envie de vous dire, on a quelques châteaux d'importance. J'ai fait une toute petite sélection, j'en ai pris 3 que je trouvais un petit peu plus particuliers. Vous avez le château de Boussac, que vous voyez à l'image, qui est un château bâti au 15e, qui possède, comme tous les châteaux creusois, de très belles tapisseries, qui a abrité George Sand à plusieurs reprises. George Sand qui est très lié à l'Indre et à la Creuse. Vous avez ensuite le château de Saint-Germain-Beaupré, que vous voyez à l'image, que je trouve le plus original de Creuse, mais sauf erreur de ma part, qui n'est pas visitable, parce que je crois que c'est un château privé, et je crois pas qu'il soit ouvert aux visites. Et vous avez enfin l'imposant château de Villemonté, qui contrôle l'accès à la ville d'Ain depuis le 15e, qui possède lui aussi sa collection de tapisseries, qui a aussi, et c'est très rare, un piano double. Je crois pas qu'il y en ait beaucoup dans le monde, et qui est ouvert à la visite, puisque celui-là, je l'ai visité pour le coup. Allez, je termine, 4e château, peu importe. C'est vrai qu'il y a aussi le château de Bourganeuf et la tour Zizim, qui est appelée ainsi parce qu'elle a servi à abriter le prince ottoman Cem pendant des années. Cem qui était le fils de Mehmed II, qu'on gardait au frais au cas où, avant sa remise au pape, et qui avait été mis là parce que le maître des hospitaliers à l'époque était Pierre d'Aubusson. Voilà. Donc vous avez cette tour assez particulière à Bourganeuf. Donc qui dit, même si c'est pas du bon français, on comprendra l'idée, qui dit patrimoine séculier, dit patrimoine régulier, même si ça ne veut rien dire. Là aussi, pas forcément facile de faire un choix. J'ai retenu 5 bâtiments religieux pour simplement illustrer le propos, mais vous le savez, il y a partout des choses à voir. La Creuse, fallait bien retenir quelque chose. Vous avez l'église de Souparsa, qui a été reconstruite en 1870, qui comporte des fresques de la fin du XXe, ce qui est assez rare. Vous avez, alors là pour le coup je l'ai mis en image, l'abbatiale Sainte-Valérie plutôt, de Chambon-sur-Voueize, qui mérite le détour pour son trésor, qui est assez sympathique pour le coup. Je l'ai visité, c'est un beau bâtiment, assez impressionnant. Vous avez l'église Saint-Sulpice de Banisse qui a été restaurée il y a peu, alors je ne l'ai pas mise en image, mais elle comporte de très sympathiques fresques médiévales, ce qui n'est pas non plus toujours courant. Vous avez l'abbaye de Bénévent, ses reliques de Saint-Barthélemy, ou l'abbaye de Moutier d'Ain, que je vous ai mis là, détruite pendant les guerres de religion et reconstruite intégralement au début du XVIIe. Chambon-sur-Voueize, d'ailleurs, j'ai parlé de l'abbatiale. J'ai vu passer ça il y a pas longtemps, Chambon-sur-Voueize d'ailleurs qui a postulé pour faire partie des plus beaux villages de France. Voilà, je sais pas où en est le dossier,
Bon, objectivement, le village est assez joli, mais dans la liste de ceux qui sont sur le site des plus beaux villages de France, et j'en ai vu un certain nombre, c'est quand même un cran en dessous, voilà, sur place en tout cas. Niveau musée, alors niveau musée, c'est pas le plus riche, surtout que le musée de Guéret, qui est assez surdimensionné pour la commune, est fermé pour travaux depuis plusieurs années, hein, l'un explique l'autre. Alors il y a beaucoup de musées plus restreints, mais bon là aussi des musées, vous en avez partout en France, hein, c'est pas forcément le plus passionnant, et c'est pas là, c'est pas pour ça que vous irez en Creuse. On a pour le coup quelques sites de fouilles archéologiques qui sont assez intéressants parce que, comme on l'a dit, occupation très ancienne du département. Donc il y a quelques chantiers, je pense au terme d'Évaux, je pense à Moutier-Roseille, que j'ai mis en image ici, où on a eu une dizaine d'années de fouilles parce qu'on avait un site qui était occupé sans rupture, en gros, de 500 avant Jésus-Christ à 1850, donc on avait des centaines de tombes, on avait des sarcophages antiques, donc toute une histoire du Limousin dans une zone qui, en plus aujourd'hui, n'est même plus occupée, il n'y a plus de village. Vous aviez un temple gallo-romain, une église mérovingienne, puis une église plus tardive. Voilà, et toute cette période qui s'étend jusqu'à l'exode rural qui a absolument vidé les lieux. Donc c'est assez intéressant. Je pense aussi à la zone de fouilles de Bridier, à la souterraine, où on exhume la ville romaine, donc ça peut être assez intéressant. Donc les campagnes se poursuivent, donc avis aux amateurs. On a aussi quelques particularités naturelles, quelques mégalithes. Le plus connu des sites naturels classés, ce sont les pierres jaumâtres, que je vous ai mis là, qui est un amas rocheux empilé assez étrange, assez connu aussi depuis le 19e, assez parcouru par les Creusois et les touristes. Et enfin, bien écoutez, il y a quelques particularités locales. On a un circuit automobile assez populaire, le circuit du Mas du Clos, qui est un circuit avec des dénivelés, ce qui est assez rare. Vous avez le labyrinthe de Guéret, qui est le plus grand labyrinthe végétal du monde, et vous avez le parc animalier des Monts de Guéret, qui a la particularité d'accueillir une grosse cinquantaine de loups en semi-liberté, qui est la principale attraction de Creuse en termes de visiteurs, et qui est, ma foi, si vous avez des enfants, que ce soit les vôtres ou ceux des autres, j'allais dire, mais n'allez pas les emprunter, ou ceux de votre famille, c'est assez sympathique à aller voir les loups avec les gosses, c'est toujours très sympa. Voilà, c'est un coup d'œil rapide sur le patrimoine, un bref aperçu. On va dire que c'est juste pour tracer des grandes lignes et pour vous donner un petit peu peut-être le goût et l'envie de voir certaines choses ou même de vous renseigner sur ce patrimoine forcément méconnu d'un département qui lui-même est méconnu. Passons à la langue. La Creuse est historiquement, et donc fatalement linguistiquement, une zone tampon entre Oil et Hoc. Ceci étant, je n'ai jamais entendu qui que ce soit parler marchois ou limousin. Ça reste du dialecte, donc c'est plus une langue à proprement parler, mais je n'ai jamais entendu qui que ce soit l'employer, et je pense que tous les gens qui le parlent sont morts de leur belle mort depuis bien longtemps. Après, il y a une histoire, c'est une évolution linguistique assez intéressante, mais ce que je veux dire par là, c'est que vous n'aurez pas cette prégnance d'une langue locale comme en Bretagne ou au Pays Basque. Dès le milieu du 19e, on y parle presque entièrement le français selon les témoignages, et la transition n'a pas été difficile comme dans certains autres coins de France. Voilà. Tout ça pour vous dire que de ce point de vue-là, c'est presque un RAS qui s'impose à nous. Alors, la gastronomie creusoise. Par curiosité, je vous fais la confession que là, je séchais, je suis allé voir Wikipédia. J'avais pas le choix parce que je me suis demandé si c'était moi qui ignorais tout ou s'il y avait réellement rien à dire à part ce que je connaissais déjà. Mais je trouvais que ça faisait un petit peu faible. Alors sur Wikipédia, très simple et très nourrissant qu'ils disent. Le fondu creusois, ça n'a rien de spécial, c'est des patates et du fromage. Le pâté de pommes de terre, c'est pas spécialement creusois, trouvé dans tout le centre de la France. Et enfin, là pour le coup, si vous êtes creusois, vous ne pouvez pas y échapper, vous avez le gâteau creusois, qui provient soi-disant d'une recette du XVe siècle, qui est effectivement produit en Creuse par un nombre limité de pâtisseries, et qui, je vous le mets à l'image en soi, n'est pas dégueulasse, hein, mais qui
en fait plutôt une initiative de la fin des années 60 pour créer quelque chose vraiment de gastronomiquement, si je puis dire, creusois. Voilà. Donc de ce point de vue-là, je n'avais rien loupé. Ce que je connaissais, c'était ce qu'il y avait à dire, c'est-à-dire pas grand-chose. Et bien entendu, pas de resto étoilé. Ceci étant dit, on y mange assez correctement vu la production agricole, mais il est rare. J'ai vécu dans, je sais pas, 5, 6, 7 départements en France. C'est assez rare d'avoir un département avec aussi peu de traditions gastronomiques locales connues. Voilà. En règle générale, c'est même le Limousin que je trouve plus pauvre que les autres, par peut-être en fromage et en dessert, mais vraiment c'est une des régions les moins identitaires de ce point de vue-là. Alors identitaire, employé sans le faire exprès, identitaire faisant une superbe transition avec la partie suivante qui est la politique. Alors, sur la politique, il ne faut pas oublier une chose, vous pesez à concurrence de ce que vous représentez. Quand vous représentez 115 000 personnes en moyenne plutôt pauvres et disons autochtones, de moins en moins certes mais quand même, eh bien en métropole vous ne pesez pour ainsi dire rien. Le seul poids que vous avez, c'est celui d'un nom, la Creuse, nom assimilé à la plus lointaine périphérie, au vide quasiment absolu, c'est presque une porte de l'enfer, et de temps en temps, eh bien, comment dirais-je, un haut fonctionnaire en costume smalto avec ses Weston acceptera de mettre des gants pour vous prendre la température en se posant la question de savoir ce que vous pensez. Mais le reste du temps, tout le monde s'en fout. Par exemple, la Creuse aujourd'hui, ça n'est plus qu'un seul député et 2 sénateurs. Alors, si la question en soi reste assez intéressante d'un point de vue contemporain, c'est que l'on a hérité du parti de l'ordre à partir du milieu du 19e de l'image de campagne conservatrice. Ce qui n'est pas faux pour une large partie de la France, mais ça n'était pas le cas en Creuse, qui est depuis longtemps, qui était en tout cas une terre socialiste. Conservatrice, alors peut-être, ça c'est encore autre chose, mais surtout une terre de pauvres. Ça l'est toujours. Aux législatives, c'était tendance socialiste, qui parfois était pondérée par le poids, disons, de la notabilité locale et des habitudes. Donc très souvent, vous aviez, à l'époque encore, où il y en avait deux députés, un socialiste, un RPR, avec ensuite une évolution plus récente, différente, où, eh bien, sur les dernières législatives, vous avez un député LR qui est passé, appuyé par le RN, qui s'appelle Bartholomé Lenoir, voilà, qui est notre député creusois. Alors, je pense que les présidentielles, ceci étant dit, sont plus globales que les législatives. Je ne sais pas si c'est plus parlant, mais ça définit d'une tendance qui est peut-être moins affectée par le local, qui donne une vision du destin national plus que des impératifs locaux. Pour refaire un petit peu l'historique. En 74, Mitterrand fait 55%. Second tour, hein, j'entends. Chaque fois que je parlerai de ça, ce sera au second tour. En 81, Mitterrand fait 56%. En 88, pareil. En 95, c'est Chirac qui fait 54%, qui fait carrément 89% en 2002. En 2007, c'est Ségolène Royal qui fait 53%. En 2012, Hollande fait 61%. Macron fait 66% en 2017. Ceci étant dit, il ne fait plus que 52% en 2022. Donc en fait, on voit la trajectoire habituelle de certaines terres de périphérie traditionnellement de gauche, mis à part en 1995, où c'est Chirac, mais alors, on comprend aussi que Chirac est corrésien, c'est un Limousin, un homme du coin. Eh bien, le camp de la gauche, ou le camp progressiste, disons, fait toujours des scores supérieurs à la moyenne nationale depuis 50 ans. Alors, est-ce qu'on peut penser qu'on voit une bascule récente Je ne sais pas si elle est pérenne et définitive, hein, on parlera ici des causes et structures profondes de la mutation, disons, du vote populaire dans la France périphérique, mais clairement, sans faire on a ce diagnostic général qui est visible assez largement. On a une terre de gauche qui bascule, on le sent dans les urnes, on le sent dans les propos, en tout cas qui bascule dans le sens de ce qui est la gauche et la droite aujourd'hui en termes de programme électoral, parce que les gens ont sans doute pas forcément changé du tout au tout d'opinion. Il est possible que si demain la gauche française adopte un autre programme, les préoccupations se traduiront autrement dans les urnes, et on dirait que la France ou la Creuse est de gauche, peu importe. On touche les limites de la conception de la chose, je vais pas vous l'apprendre, mais on a effectivement cette bascule assez récente d'un point de vue politique.
Alors, d'un point de vue religieux, on va pas refaire toute l'histoire religieuse d'un département, ça n'aurait absolument aucun sens, mais surtout qu'il n'y a aucun particularisme. En l'occurrence, vous y trouvez les mêmes vagues de christianisation, le même maillage d'église, les mêmes survivances de la pensée paysanne, peut-être un petit peu plus marqué dans le Limousin, en tout cas c'est ce que note Alain Corbin, l'historien, hein, je lisais ça dans un article sur la religion dans le Limousin, qui était assez intéressant. Encore une fois, on essaye un petit peu de travailler les sujets en périphérie. Le seul point, ou les seuls points notables, à la limite, c'est la faible emprise abbatiale en Creuse, parce que le tissu urbain était déjà ultra pauvre. Enfin, en fait, il était ultra pauvre en France en général, mais plutôt il s'est jamais développé ici. Et une déchristianisation que l'on dit plus précoce qu'ailleurs en France, dans la région. L'anticléricalisme local est en fait né d'un rapport, on va dire, social, plus éloigné, avec des prêtres qui étaient de moins en moins souvent issus de la paysannerie locale, notamment avec les grands mouvements d'émigration des âmes creusois. On a parlé des maçons de la Creuse. La Révolution aussi, hein, bien sûr, est passée par là. On est passé de 500 prêtres en 1790 à 200 en 1821. Ceci étant, le chiffre va se maintenir jusqu'à la Première Guerre mondiale. Aujourd'hui, il en reste à peine une dizaine. Mais selon Corbin, de mémoire, il relie les zones migrantes et les villes à la déchristianisation pour de multiples raisons, et la Creuse a été largement touchée, surtout que la puissance forte en Creuse est la paysannerie, et finalement il y a assez peu de bourgeoisie ou d'aristocratie pour relayer le pouvoir de l'Église. Voilà, je voulais parler de cet aspect-là, surtout pour ce fait qui est relevé, ce particularisme creusois d'un anticléricalisme puis une déchristianisation relative plus précoce que le reste de la France. Reste relative, bien entendu. Je vous ai mis une magnifique procession accro dans les années 60. Alors, quel est l'état de la pratique religieuse aujourd'hui? Commençons par le christianisme en quelques lignes, puisque bon, si l'on parle de religion, autant parler de vraie religion avant de parler de folklores orientaux. Il y a 6 paroisses en Creuse qui sont assez vivantes. Vous pouvez tout à fait vivre une vie catholique comme partout. La messe aguerrée est assez suivie, vous avez encore de nombreux baptêmes. En fait, si on a eu par ailleurs un mouvement de précoce de déchristianisation, on n'est pas plus affecté que ça aujourd'hui, ça n'est pas plus ni moins catholique qu'ailleurs. D'ailleurs que ça l'est plus beaucoup, quoi, comme partout. On fait appel à des prêtres étrangers, voilà, on a cet esprit toujours en Creuse qui est d'ailleurs plus anticlérical au sens un petit peu paysan, social, radical, barbecue et blagues sur les curés que transidentité et féminisme. En fait, c'est une terre qui est plus détachée de l'Église et un peu abandonnée qu'autre chose. Voilà, la piété, l'identité sont aussi présentes qu'ailleurs. La crise générale de la foi, quoi. Voilà. Vous y trouvez plus du détachement tranquille que de la haine. C'est un peu le côté, encore une fois, vieux radicalisme. Alors, quid des autres religions? Il n'y a, à ma connaissance, aucune synagogue en Creuse. Vous y avez 2 mosquées, une à Bourganov parce qu'il y a une communauté turque assez ancienne, qui n'est pas spécialement liée d'ailleurs à la tour Zizim, mais une immigration de travail. Je ne sais pas trop pourquoi, il y en a beaucoup qui bossent dans le bois, sans trop savoir pourquoi ça. Et vous avez une mosquée à Guéret qui est assez récente, qui était en tout cas relativement peu fréquentée. Ça a pris de l'ampleur avec l'arrivée de migrants, hein, souvent issus de l'Afghanistan. Ceci étant dit, il n'y a pour le moment aucun des problèmes que d'autres départements ont pu connaître. En fait, la Creuse a un petit peu ce train de retard qui est assez rigolo à observer quand vous venez de l'extérieur, où on en est encore à parler du voile comme un objet de surprise. Les Creusois ont fait cet apprentissage accéléré en 10 ans. Ils ont découvert le voile, les problèmes de laïcité, le kebab. C'est même pas, comment dirais-je, exagéré. C'est réellement une réalité locale assez prégnante chez les habitants. Mais voilà, on en est encore certains débuts de découverte de l'autre en Creuse. C'est difficile de dresser un état des lieux qui soit détaché de ce point de vue-là de la politique, mais je pense qu'on est là, on en est là en général dans la Creuse, c'est-à-dire que la Creuse, c'est un petit peu la France de 1995 avec la fibre. Je ne sais pas si le mouvement va être exponentiel ou si on va conserver ces 30 ans de retard, mais je pense, par exemple, que ça joue dans le politique. C'est-à-dire qu'on creuse, plutôt que suivre le mouvement national, je me demande si la prise de poids du RN, c'est pas plutôt un effet 2002,
plus qu'un suivi du reste de la France, c'est-à-dire la découverte d'une altérité, on va dire, devenue minorité trop nombreuse, en tout cas, au goût de l'habitant. Pas si je me fais comprendre, mais j'ai un peu cette impression, c'est-à-dire que l'immigration massive, ça fait vraiment que quelques années en Creuse, donc ça provoque plus une réaction qu'une lame de fond. Voilà, bref, peu importe. À noter aussi, je crois, de mémoire, qu'il y a une chapelle orthodoxe quelque part. Je crois que c'est à Chambon-sur-Vèze, qui était fréquentée par eh bien, les nombreux réfugiés ukrainiens du coin. C'est vrai que j'en ai pas parlé, mais on en a eu beaucoup proportionnellement au reste du pays. Ils ont d'ailleurs fait souvent les gros titres des journaux, leur apprentissage du français en 6 mois, mais voilà, je vais pas faire des comparaisons et être trop ironique. Par contre, ne me demandez pas à quelle église elle appartient, il y en a trop, je crois qu'elle est rattachée au patriarcat de Kiev, mais il y a trop d'histoires récentes des conciles, voilà, je ne sais plus à quelle branche elle appartient. Voilà pour l'aspect religieux. Parlons maintenant des gens célèbres du département de la Creuse, pour que vous puissiez briller en société. Alors je compte bien sûr les gens nés en Creuse, hein, pas forcément ceux qui sont liés, type Georges Sand ou André Chandernagor et compagnie. Alors, j'avais noté encore quelques faits de société importants, euh, les guerres de religion en Limousin, les affaires criminelles, les enfants de la Creuse, tout un ensemble qui dépassait un petit peu les gens célèbres pour voir un petit peu tout ce qui était fait notable, affaires célèbres, mais voilà, encore une fois, ça va faire trop long, donc je vais me contenter de citer quelques noms de Creusois célèbres. De toute façon, j'avais préparé en amont un top 5, on va dire, sans ordre de célébrité. Alors d'abord, vous avez hop, je vous mets l'image, Pierre d'Aubusson. Donc Pierre d'Aubusson, le bouclier de la chrétienté, né au Monteil-au-Vicomte, qui est un petit village creusois, grand maître des hospitaliers de 1476 à 1503, donc en des temps troublés pour l'ordre, qui va notamment défendre Rhodes dans le grand siège victorieux de 1480, sur laquelle il sera inhumé, même si sa tombe sera détruite par la suite, après la prise par les Ottomans. Ensuite, vous avez Martin Nadeau, qui est un petit peu la grande figure politique creusoise du 19e, qui est un ancien maçon de la Creuse, qui sera très longtemps député. Dans le genre 5e République, vous avez Hubert Védrine, qui a été célèbre ministre des Affaires étrangères, notamment, et qui retrouve un petit peu de popularité récemment avec ses positions critiques sur notre géopolitique, notamment face à la Russie. Je ne sais plus où il est né en Creuse, mais je suis certain qu'il est né en Creuse. En tant qu'écrivain, je pense que le plus connu, c'est Marcel Jouandeau, pour le coup que je n'ai jamais lu. J'avoue qu'il fait un petit peu partie de ces écrivains noyés dans la masse du 20e. C'est dommage parce qu'il réunit ce triptyque formidable, toujours incongru de catholicisme, homosexualité et collaboration, ce qui donne un slogan absolument formidable, je trouve. Et puis, pour finir, notre lumière, notre creusois honteux, l'éclat pour le dernier, c'est ce bon vieux Thierry Ardisson, qui est né à Bourganeuf et qui, paraît-il, a toujours très mal vécu d'être un creusois. Voilà. En termes de livres, je crois pas qu'il y ait je crois qu'il y a Vie minuscule de Pierre Michon, pareil que j'ai jamais lu, mais Pierre Michon est assez connu. Mais je crois pas qu'il y ait d'autres livres vraiment connus sur le territoire. Après, vous trouverez toujours des bouquins sur l'histoire de la Creuse, sur l'histoire des maçons de la Creuse notamment. Mais je reconnais que c'est un secteur sur lequel je devrais faire des progrès. Je suis très loin d'être un expert en la matière. Et pareil pour les films, j'en sais rien. Voilà. Je sais qu'on y tourne des films parfois, notamment à Vassivière. Je crois qu'il y a un film avec Dujardin qui a été fait il n'y a pas si longtemps que ça, mais honnêtement, voilà, c'est sans doute pas le plus marquant sur notre territoire départemental. Alors une fois qu'on a fait ce tour-là, pourquoi y vivre? Ou en tout cas, si c'est pas forcément la question, au moins comment y vit-on? Alors encore une fois, je ne pense pas dresser un panorama complet, ni même un recensement des pour et contre, on va simplement parler de choses et d'autres. Déjà, il y a effectivement un premier avantage, c'est le prix de l'immobilier. Avec un prix moyen, alors quand j'ai regardé, je pense pas que ça ait beaucoup varié, mais avec un prix moyen au mètre carré d'environ 3000 euros en métropole, quand la Creuse est à moins de 900 euros du mètre carré en moyenne. Moi, je n'ai pas trouvé moins cher. Je suis même certain que c'est le moins cher de métropole. Alors, c'est sans doute pas un critère de vie numéro 1, bien sûr, mais un rapport de 1 à 3, voire même supérieur, ça se réfléchit.
Le marché locatif est du même acabit, on est un peu moins prononcé parce que fatalement il y a un effet plancher plus rapide lorsqu'on compte en centaines d'euros et pas en dizaines de milliers. Mais ça, c'est un petit peu l'aspect principal du coût de la vie. Et c'est assez important. Effectivement, sinon, sur le reste, en termes de magasins, vous y trouvez les mêmes prix qu'ailleurs, bien entendu. Il n'y a pas non plus tant que ça de vente directe par rapport à d'autres départements. Il y a tout ce qu'il faut en matière de grande surface. Hein. C'est d'ailleurs, pour être tout à fait honnête, vu la population, the place to be, comme on dit en Creuse. Hein, le supermarché et la galerie commerçante, c'est vraiment l'endroit où tout le monde doit aller le plus souvent possible. Je vous dis, ça a ce petit goût des années 90. Pour ce qui est de la vie générale et de sa qualité globale, je pense qu'il n'y a pas à se plaindre. Le département est fibré, vous voyez, je peux streamer. Vous n'êtes pas coupé du monde. Ensuite, il y a une distinction importante entre vivre dans un bourg ou une ville, vivre à côté et vivre loin de tout. Si vous vivez à Guéret ou à la Souterraine, à mon sens, il n'y a pas beaucoup d'inconvénients. Vous êtes dans une petite ville qui doit concentrer tous les services à destination de la population environnante. À partir de là, et pas moins de place qu'en crèche qu'ailleurs, pas moins d'activités pour les gosses, pas moins de services en général. J'ai même envie de vous dire que vous trouverez pas mal de trucs plus près de chez vous. Qu'avec un peu de bol, vous ferez tout à pied, là où dans certains coins, il faut même en ville prendre les transports en commun ou la voiture. Ceci étant dit, vous ne trouverez jamais non plus tout ce que vous cherchez. C'est-à-dire que vous n'y aurez pas de Starbucks, vous n'y aurez pas de Burger King, il n'y a que 2 McDo en Creuse, un seul maître tacos. Voilà, vous pourrez difficilement trouver certaines choses, mais voilà, si vous voulez vraiment des trucs particuliers, type, je sais pas quoi, votre club de Krav Maga, oui, effectivement, ça risque d'être un petit peu plus compliqué. Après, plus vous vous éloignez de la ville, plus vous êtes peinard, mais plus vous serez soumis à des trajets pour tout. Mais j'ai envie de dire que ça n'est pas pire que n'importe quelle zone rurale, à 40 bornes de Toulouse, ou d'essayer de sortir de Lyon à 17h, ce qui m'est arrivé assez souvent dans ma vie, et voilà, plus jamais ça, quoi. Vraiment plus jamais ça. Ça ne me manque pas. Enfin, j'ai encore de la famille en région lyonnaise, et chaque fois que je retourne à Lyon, je peux vous assurer que la ville ne me manque absolument pas du tout. En fait, la donnée est simple. C'est-à-dire qu'il faut concentrer les services dans les départements ruraux. Donc si vous êtes dans une ville de 5-10 000 habitants, vous êtes sûr de tout y trouver. Alors qu'une ville de 10 000 habitants en grande couronne ou à 20 bornes d'une métropole, bah, c'est moins sûr. Et il y a bien entendu un phénomène, on en a assez parlé récemment, il y a un phénomène de désertification médicale et compagnie, mais pour la médecine générale, très sincèrement, j'ai pas eu plus de mal qu'ailleurs. Et pour certains spécialistes, très clairement, faut aller en grande ville. Hein. Là, ça va être très compliqué de trouver certains spécialistes. Ceci étant, c'est quelque chose sur lequel maintenant on met l'accès et l'accent plutôt dans les départements ruraux pour essayer de combler ce vide-là et notamment offrir des conditions assez avantageuses pour que certains médecins s'installent. Vous avez des choses très sympathiques, des choses moins bien, voilà, vous avez tout. J'ai mis l'image, vous avez ce grand étang artificiel à Guéret-Courty qui est très agréable, dans lequel on peut se baigner quand il n'y a pas trop de bactéries. Voilà, vous avez un milieu culturel et associatif assez vivant, vous avez énormément de chasseurs aussi, fatalement. Niveau scolaire, vous avez tout ce qu'il faut, même dans les bleds, bon, même si c'est pas dit que ça dure non plus. Vous avez beaucoup d'écoles, vous avez quelques écoles privées. Bon, après, une fois arrivé au lycée, vous n'en avez plus que dans les grandes villes, hein. Là, c'est une certitude. C'est une donnée que vous avez à prendre en compte quand vous avez des enfants si vous ne vivez pas dans un des grands centres de la Creuse. Voilà. Il peut y avoir un trajet assez costaud à faire. Nonobstant, j'ai passé mon adolescence dans la Drôme, il y avait des amis qui vivaient pas loin du Vercors et qui se tapaient 45 minutes de bus pour se pointer au lycée à Valence, donc c'est pas forcément propre à la Creuse. Après, on peut aborder une tonne d'éléments. D'un point de vue routier, par exemple, la Creuse est relativement isolée, mais là encore, ça dépend d'où vous habitez. Comme vous le voyez sur ce grand tracé, la route nationale 145 traverse d'ouest en est le département, c'est une 2x2 voies, sur laquelle vous allez de Limoges à Clermont et plus si affinité sans souci. De la même façon, la souterraine, vous allez en train à Paris, vous avez un train direct qui relie les deux, enfin direct. Il fait quelques arrêts, vous en doutez, mais vous avez un train entre les deux. Vous avez l'A20 qui passe à côté de la souterraine pour descendre à Toulouse.
Voilà, vous n'êtes pas forcément plus enclavé qu'à Clermont, parce que le scandale, en fait, c'est surtout qu'en France, on n'est pas possibilité de faire Lyon-Bordeaux en train ou Clermont-Paris en TGV. Voilà, récemment, il y a eu l'échec d'une initiative coopérative sur le sujet. Moi, je trouve ça fou, mais bon, a priori, on s'y fait. Aujourd'hui, vous avez plus qu'une petite dizaine de gares en Creuse, ça peut sembler très peu, mais c'est toujours mieux que l'Ardèche, où de mémoire, il y en a 0. Voilà, vous n'avez pas énormément de bus, vous avez bien entendu pas d'avion, soyons sérieux. Donc oui, vous avez un territoire qui est assez mal desservi, et en même temps avec une variabilité. Si vous vivez à la Guéret ou à la Souterraine, eh bien c'est déjà moins vrai, vous le ressentez moins. Par contre, ne comptez pas vivre en Creuse sans voiture, voilà, il faut quand même être véhiculé. Voilà, je ne fais pas plus long. C'est loin d'être parfait comme département si vous voulez y vivre. Vous avez une démographie changeante comme partout en France. Vous avez un climat social qui reste quand même assez apaisé. C'est plus ou moins une ville de province de moyenne dimension en 92. Vous avez tout ce qu'il faut pour bien vivre. Vous avez pas mal d'avantages aussi si vous êtes prêt à être vu comme un paysan. Simplement, je le déconseille si vous avez 25 ans et que vous êtes célibataire, parce qu'à cet âge-là, on a autre chose à faire que d'aller à la fête de la citrouille. Voilà, de toute façon, niveau études supérieures, c'est plus que limité. Hein. Vous êtes perdu si vous avez 20 ans en Creuse, il n'y a pas grand-chose à faire. Voilà, vous avez... c'est pas pour autant dit que vu le pays, ce ne soit pas un département d'avenir au sens d'une certaine tranquillité de vie. Ceci étant, on sera tributaire de la situation métropolitaine générale parce que, clairement, et ce sera un petit peu la conclusion, si la Creuse n'est plus à l'écart de la France, c'est un fait, et ben c'est pour le meilleur et c'est aussi pour le pire. Donc nous verrons l'évolution de ce territoire dans les 20 prochaines années. Il y a de multiples défis qui se posent, et notamment la démographie qui n'est pas le moindre. La perte de population est vraiment très marquée et pose de vrais soucis dans pas mal de localités. Voilà. Voilà, on a fait ce petit tour en Creuse. Eh bien, merci à toi, Ben Sira, de m'avoir écouté. Vingtaine célibataire, effectivement, ce sera très chaud pour toi. Ouais. Tu peux oublier la Creuse. À moins de vouloir t'installer dans un de ces locaux comment dirais-je, orienté politiquement, où tout le monde vit dans une maison à 12, se lave pas et élève des chèvres. Mais pour ça, malheureusement, il faut aussi avoir beaucoup de fonds. On a une forte communauté sur le plateau de gens très marqués à gauche, et qui sont très souvent des gens bien nés. Voilà, on n'était pas loin de la zone de, comment s'appelait-il, l'affaire de Tarnac, Julien Coupa. Voilà, donc il y a une belle zone de bobos de gauche au sud. Mais oui, plus sérieusement, effectivement, la vingtaine célibataire, c'est très délicat en Creuse. Notamment si on est étudiant où il n'y a pas forcément les infrastructures pour même la mosquée est jolie, ouais, la mosquée est récente, ouais, mais faudra m'expliquer pourquoi ils ont toujours besoin de faire des trucs orientalisants quand même. On dirait un préfabriqué, enfin un préfabriqué, pardon, comment dit-on, on dirait un pâté de maison récent avec un côté oriental. J'ai du mal à voir un petit peu le sens architectural de tout ça. Mais ça a l'air sympa, oui, non, mais ça l'est. Sortons un peu du côté présentation, pour vous dire ce que moi j'en pense. Si vous êtes... Enfin, de toute façon, moi ça a été un choix personnel. J'ai décidé de m'y installer. Plus pour des raisons personnelles encore une fois que professionnelles, mais je n'ai absolument aucun regret d'élever ma famille ici, dans le sens où l'atmosphère est tranquille. Moi je vis dans une maison, on va dire dans un cadre urbain, je peux vous faire écouter dehors, il n'y a pas un bruit. J'ai l'impression d'être dans une impasse. Enfin voilà, quand les gens viennent ici, ils ont tous l'impression d'être en vacances dans un Airbnb. Il manque plus que la piscine, mais j'ai pas la place. Et pour être tout à fait honnête, voilà, c'est très calme. Vous trouvez tout ce qu'il vous faut. Moi, quand j'ai besoin d'aller m'acheter quelque chose, tout est à 5 minutes. Quand j'ai besoin d'aller au boulot, c'est pareil, je peux y aller à pied. Ma femme peut y aller à pied. Je peux emmener ma fille à l'école à pied. Enfin, c'est vraiment un luxe. On a
vraiment énormément de services et d'activités pour les gamins notamment. Donc il y a vraiment, pour le coup, aucun regret. Après, bon, c'est des raisons plus personnelles. Quand vous vous éloignez un petit peu de la famille et tout ça, c'est un petit peu plus emmerdant. Mais pour le reste, moi, je peux vous assurer que si vous avez l'opportunité, vous pouvez vous y installer sans crainte. Je pense pas, encore une fois, si vous avez ça dépend de votre cadre de vie, ce qui vous entoure, mais si vous avez un cadre stable, vous pouvez le déplacer sans aucun problème. Et j'ai vécu en Lorraine, j'ai vécu à Lyon, j'ai vécu en région parisienne, j'ai vécu dans la Nièvre, j'ai vécu, j'oublie quelque chose, dans la Drôme. Donc j'ai pas mal vadrouillé. Et quand je vous dis vécu, c'est plusieurs années, à différents âges. La Creuse ne souffre pas de la comparaison, vraiment. Après, tout dépend de ce que vous aimez. Voilà, tout dépend de vos passions. Il est certain que si vous avez des passions de niche et que vous avez un truc pas loin de chez vous qui vous permet de satisfaire cette passion-là, vous trouverez pas forcément la même chose en Creuse. Il y a certaines choses qui sont assez délicates, mais et au prix de l'immobilier, enfin c'est incomparable. Ici, vous achetez une maison. Moi, je vivais avant. En région parisienne, le rapport est largement du simple au triple. Il était hors de question que je m'achète un pavillon à 700 000 euros. Faut être réaliste, j'allais pas m'endetter sur 40 ans pour pouvoir me loger, quoi. Donc il y a aussi ces choix-là qui entrent en compte. Une maison, c'est 4 murs, c'est la même chose partout, donc voilà. Et ensuite, vous savez ce qui vous entoure, et puis il faut avoir des gens qui sont prêts à vous suivre. Mais voilà, aucun regret, même pour les gamins. L'ambiance scolaire est quand même beaucoup plus apaisée que dans certains coins où, voilà, parfois c'était un petit peu délicat. Voilà. Donc voilà pour ce soir. J'espère que ça vous aura plu. C'est un petit peu, ça sort un petit peu des sentiers battus. Sur la forme et le fond, bon écoutez, encore une fois, hein, c'est des choses qui se mettent en place. Je tâtonne un petit peu, savoir ce qui était important, ce qui n'était pas. Est-ce qu'on voulait plus d'histoire, est-ce qu'on voulait moins de ceci, moins de cela. Je fais aussi en fonction des itérata et des retours que je peux avoir. On verra si ça plaît ou pas, mais j'espère qu'en tout cas ça vous aura une première approche, on va dire. Ça vous intéresse pour pouvoir un petit peu vous renseigner. Il y a parfois des choses qu'on peut apprendre par ce biais-là. Et puis, non, mais de rien, Ricky, pas de souci, ça me fait plaisir. Et voilà, donc les onanismes et découvertes, ce sera l'occasion de parler un petit peu de choses et d'autres. On se retrouve... Reprenons l'ordre. Mercredi à 21h30, normalement, Skiros, je n'ai pas regardé s'il m'avait répondu. Si, il m'a répondu. Mercredi, non. Donc mercredi, on devait faire... Putain, l'enfoiré, vous verrez ma réaction en direct. Là, je vais retenir le flot d'insultes qui tente de sortir de ma bouche. Donc mercredi, écoutez, on devait faire la tier list avec Skiros, mais du coup il ne sera pas là. On verra comment on procède. Peut-être que je décalerai, mais alors le mercredi suivant, je crois que c'était Vaito qui devait venir, donc c'est un peu le bordel. On va se débrouiller, c'est pas grave. On va se débrouiller. Donc mercredi, je ne sais pas. Ou alors je le ferai tout seul, c'est pas grave. C'est pas grave, vous savez quoi, je le ferai tout seul. Je ferai ma petite tier list des chars tout seul. C'est pas grave. Ouais, le duo Maléfique Badlail. Non, mais travailler. Moi si tu veux tout savoir, puisque j'ai pas grand chose à cacher, à la base, la chaîne, on a réfléchi pour faire ça en commun. Et moi, c'est quelque chose qui me tentait beaucoup. L'aventure doit être communautaire avant tout, et j'ai toujours essayé d'impliquer les gens parce que je sais où je vais, mais j'aimerais bien que d'autres gens puissent faire ce voyage avec moi. Mais c'est trop compliqué. Et effectivement, travailler avec Skiros, c'est très, très, très compliqué. On avait fait une foire au livre ensemble sur la Russie, et on a des rythmes et des visions assez différentes de ce point de vue-là. Mais il faut faire la part des choses. C'est absolument pas grave. Ça m'emmerde parce que j'aime bien qu'on me prévienne et je me retrouve un petit peu en porte-à-faux, mais c'est pas grave. Mercredi, je le ferai tout seul. C'est pas très grave. Vendredi, donc, on poursuit Crusader Kings 2 avec la session 11. Normalement, il devrait y en avoir 12 en tout, et après, on arrêtera. Et dimanche, on termine notre petit cycle italien. Donc, après la Divine Comédie et le Guépard, on va conclure avec le désert des Tartares, bien sûr.
Cette fois au livre est un chef-d'œuvre. Ouais, bah écoute, elle était plutôt sympathique. On aura d'autres thèmes qui vont venir, ça sera sympa. Après, encore une fois, on verra. Peut-être qu'il y aura des gens intéressés pour faire des choses un petit peu plus participatives sur certains trucs. On verra. Pour le moment, j'ai pas de réception historique entre guillemets, donc on verra ce qu'il en est. Et puis voilà. Bon bah sur ce, écoutez, moi je vous souhaite une bonne fin de soirée à tous. Et puis, merci à ceux qui ont écouté et merci à ceux qui écouteront ce petit discours sur la Creuse. Si, ciao. Allez, bonne soirée à tous.